concours de l'ENSAM pour l'année 2014. Donc la partie physique, partie rédaction. Donc la partie 1, ou bien la physique 1, c'est la partie mécanique. L'exercice 1, il s'agit d'une masse suspendue à deux ressorts fixés à un plan horizontal. Donc, voici les données. Donc, la première question, c'est donner l'expression des longueurs à vide des deux ressorts. La deuxième question, c'est l'équation différentielle qui a pour variable delta x tel que delta x est égal à x moins x0. La troisième question, exprimer l'équation du mouvement trouvée dans la question 2 en fonction de variables mg, kl0 et alpha 0. Et quatrième question, c'est donner la valeur numérique de la période t. Donc, voici la correction. Donc, on a, ça c'est la longueur à vide du ressort. Ça, c'est la longueur quand il est attaché à M. Et ça, c'est la longueur lorsqu'on tire vers le bas avec une distance X. Donc, la masse petit m, il est soumise à son poids P qui est égal à mg x, x étant l'orientation vers le bas. Il y a la tension de raideur qui est égale à K delta 0 U. Il y a T' qui est égal à K delta 0 V. L0 étant la longueur initiale du ressort, L' la longueur à vide. Donc le U et le V, ce sont des vecteurs qui partent selon cette direction et cette direction. À l'équilibre, on a T plus T' plus P égale à 0. On la projette sur l'axe OX. On aura donc moins T cosinus pi sur 2 moins alpha 0, parce que ça c'est U, ça c'est V, moins T' cosinus de pi sur 2 moins alpha 0, pour prendre cette partie qui est collinéaire à T, plus mg, elle est égale à 0. C'est-à-dire qu'on a projeté le T sur cet axe, et on a projeté T' sur cet axe. Donc, soit moins K delta 0 sinus alpha 0, moins K delta 0 sinus alpha 0 plus mg égale à 0. C'est-à-dire moins 2K delta 0 sinus alpha 0 plus mg égale à 0. Or, delta 0, ce n'est rien d'autre que L0 moins L', d'où moins 2K L' delta 0 sinus alpha 0 plus mg, soit L0 moins L' est égal à mg sur 2K sinus alpha 0, c'est-à-dire que L' est égal à L0 moins mg sur 2K sinus alpha 0.
La deuxième question, on a t plus t' plus p est égal à m à g, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement maintenant. Donc on la projette sur l'axe OX. On aura donc moins t cosinus de pi sur 2 alpha 0 plus delta alpha. Moins t' cosinus de pi sur 2 moins alpha 0 plus delta alpha plus mg est égal à m à g. Donc, ceci se traduit par moins k delta L sinus alpha 0 delta alpha moins k delta L sinus alpha 0 plus delta alpha plus mg est égal à m x0 plus delta x deux points. Ag est égal à x0 plus delta x deux points, c'est-à-dire la dérivée seconde. Ceci nous donne moins 2k delta L sinus alpha 0 plus delta alpha plus mg est égal à m x0 plus delta x deux points, c'est-à-dire la dérivée seconde. Or, on a sinus alpha 0 plus delta alpha est égal à x0 plus delta x sur L. Et on a OG est égal à L et on a delta L est égal à L moins L prime. Alpha est égal à alpha 0 plus delta alpha. X est égal à x0 plus delta x. Et L est égal à racine carrée de x carré plus a au carré. Donc ça, c'est l'énoncé, ce sont des énoncés. Donc d'où moins 2k facteur de L plus delta L0 sinus alpha plus mg est égal à mx seconde, soit moins 2k facteur de L moins L prime qui multiplie x sur L plus mg est égal à mx seconde, soit moins 2k x plus 2k L prime x sur L plus mg est égal à mx seconde, donc soit moins 2kx plus 2k sur racine carrée de x carré plus a au carré facteur de L0 moins mg sur 2k sinus alpha 0 qui multiplie x plus mg est égal à mx seconde. Donc c'est simplement des calculs, donc il faut suivre les étapes de calcul. On va trouver donc l'équation différentielle, c'est delta x seconde plus 2k sur m facteur de 1 moins L0 sur racine carrée de x carré plus a au carré facteur de 1 moins mg sur 2k x0, le tout qui multiplie delta x moins g égale à 0.
Donc on a l'équation différentielle qu'on a la nommée E. Donc c'est delta x. Il est négligeable devant x. Et L0 sur racine carrée de x carré plus a au carré est à peu près égal à 1 moins x0 delta x sur delta est à peu près égal à 1 moins x0 delta x sur L0 au carré. Alors le E, elle prend, c'est-à-dire on va tout simplement substituer ces valeurs dans cette expression. Et on a fait des successions de calculs. Donc la question numéro 4, on va poser delta y est égal à cette expression ici, d'où delta x seconde, elle est égale à 1 sur, c'est-à-dire delta x seconde est égal à 1 sur ce terme-là qui multiplie delta y seconde. Et le f, cette expression-là, il devient, c'est-à-dire on va remplacer delta x seconde par son expression, et ça, on va la remplacer par delta y. Donc on aura cette forme-là. Donc on aura une équation de second degré. Donc on aura une équation différentielle de second ordre dont la variable c'est y au lieu de x. Donc on pose ce terme-là sous forme de pulsation propre. Donc on aura l'équation différentielle de second ordre de cette forme-là. Donc facile à résoudre. Donc ça nous donne tout simplement la période. Donc T0 est égal à 2 pi sur racine carrée de m sur 2k.
Donc est égal à 45 secondes. Six 2. Un vaisseau spatial assimilé à un point matériel A mobile sur un orbite autour d'un astre. Donc ça c'est la force radiale. Donc ça c'est le moment cinétique. Donc ça c'est une quantité vectorielle. Donc donner la valeur de DEM sur DT, donner l'expression de M0, calculer l'énergie potentielle, donner l'expression de l'énergie mécanique, exprimer la période de révolution. On donne cette équation ici, exprimer dz sur dt, donner l'expression de dv sur dz et calculer ln de v sur vi. Donc l'exercice numéro 5, on a la force radiale est égale à la constante de gravitation multiplié le produit des deux masses sur la distance qui sépare les deux masses au carré selon le vecteur radial, c'est-à-dire le vecteur selon cette direction. Ça c'est tangentiel, ça c'est tangent, ça c'est θ. On a M0, c'est-à-dire le moment, il est égal au produit vectoriel de OA, produit vectoriel de la quantité de mouvement, c'est-à-dire LV. Donc la dérivée de ce terme, c'est la dérivée de ce terme produit scalaire, ce terme-là, plus ce terme-là, produit scalaire, la dérivée de ce terme-là. Donc la dérivée de dOA sur dt, c'est une vitesse. Donc la vitesse avec la vitesse sont collinéaires. Donc ce terme-là, il est égal à 0. Ce terme ici, ça c'est OA. M dv sur dt, c'est gamma. Donc ça c'est M gamma. Donc ça, le M gamma, ça c'est la force radiale. Car F de R est égal à M gamma. Et la force radiale, elle est égale à Gmn sur R au carré au R. Donc on aura donc OA, c'est-à-dire OA scalaire avec le vecteur ER, produit vectoriel avec ER. Donc ce terme-là, il est égal à 0. D'où dm0 sur dt, il est égal au vecteur nul.
Donc la deuxième question, on a M0 est égal à OA, produit vectoriel de la quantité de mouvement. Donc OA, ce n'est rien d'autre, le OA il est égal à grand R plus petit r. Donc le OA il est égal à R plus R avec le vecteur OR, produit vectoriel MV Eθ. Donc ça c'est R, R, donc ça c'est OA, et ça c'est la vitesse. La vitesse elle est tangente. Donc elle est égale à R plus R, ER, produit scalaire MV Eθ, qui est égal à R plus R, qui multiplie MV, ER, produit vectoriel Eθ. Et ER produit vectoriel Eθ, ça nous donne EZ, ER. Avec Eθ, ça donne EZ. Or, le grand R, elle est négligeable devant le petit r, donc on néglige ce terme-là. Elle reste donc R au carré, θ point EZ. C'est-à-dire M0 est égal à R au carré, θ point EZ. Donc ça, ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques. Donc j'ai déjà posé une vidéo qui exprime le passage des coordonnées cylindriques, sphériques, cartésiennes sur ma chaîne. La question numéro 7, on a FR, ça c'est l'expression de la force radiale. On a G est égal à moins grand G, grand M sur R au carré ER. Donc FR est égal à moins NG, qui est égal à D, c'est-à-dire FR, elle est égale à la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à DR. Donc, ceci, elle est égale à l'intégrale de ce terme-là, pour DR plus une constante C. Donc, FR, on la remplace par ce terme ici. Donc, l'intégrale ici, de quelque chose sur R au carré, ça nous donne un moins, plus une constante. Or, l'énergie potentielle est l'infini égale à 0, c'est-à-dire que C, elle est égale à 0. D'où l'énergie potentielle à la distance R, elle est égale à moins Gn M sur R. L'exercice 8, on a l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc l'énergie potentielle, on vient de calculer. Et l'énergie cinétique, c'est toujours l'expression, c'est 1 demi mv au carré. Donc on a la force radiale est égale à m fois ag, c'est-à-dire l'accélération. C'est-à-dire cette accélération est là deux composantes, une selon ER et l'autre selon Eθ.
Donc selon Oθ, ça c'est l'accélération tangentielle. Ça c'est l'accélération radiale, ou bien c'est la centripète. Donc dv sur dt égale à 0. Et donc ça c'est égal à 0. Donc mv au carré sur OA, ça, elle est égale à fr, qui est égal à, parce que lorsqu'on égalise ces deux termes, le fr, elle est radiale. Et là, tout simplement, son écriture, ça s'écrit Gmm sur R au carré ER. Ici, on a Oθ. Donc, Oθ est égal à 0. Donc, il reste ce terme-là qui est égal à ce terme. On simplifie les n. Il reste donc V au carré est égal à ce terme-là. Donc, V au carré est égal à ce terme ici. D'où l'énergie cinétique, elle est égale à n demi Gmn sur R. Donc ça c'est V au carré, donc c'est tout simplement, donc on va prendre ça, c'est 1 demi 1 V au carré, donc c'est égal à, donc une fois on connaît l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, donc en faisant la somme, on va trouver que l'énergie mécanique elle est égale à moins G, qui multiplie petit m grand m sur 2R. Donc la question numéro 9, on sait que la période c'est de pi sur oméga. Oméga c'est la pulsation. On a oméga est égal à V sur R, car V est égal à R oméga. Donc on a V au carré est égal à la constante de gravitation qui multiplie la grand N sur R. Donc on va prendre ça au carré, T au carré est égal à 4pi au carré sur oméga au carré, qui est égal à 4pi au carré. On va la remplacer oméga par sa valeur. Donc on va trouver que T elle est égale à 2pi racine carrée de R3 sur Gm. Donc voici l'expression de la période. C'est toujours, on a le R plus R est égal à R. C'est-à-dire qu'on a négligé le grand R devant la petite r. La petite r, c'est la distance. Et la grand R, c'est le rayon de l'astre. Donc ça s'appelle la troisième loi de Kepler. La question numéro 10, on a Vz. On a Vz est égal à moins V cosinus psi, qui est égal à dz sur dt selon Ez. Et Vx, c'est moins V, puisque parce que V, elle est au sens contraire. Moins V sinus du psi, avec le vecteur Ex.
le sens contraire, qui est égal à dx sur dt selon OX. D'où dz sur dt est égal à moins v cosinus de psi. Donc dz sur dt est égal à moins v cosinus psi. Psi, c'est l'angle ici. Exercice numéro 11. On a dz sur dt est égal à moins v cosinus psi. On a m dv sur dt est égal à moins alpha v au carré, l'exponentielle de moins z sur h. Ça, c'est l'énoncé. Soit m dv dz qui multiplie dz sur dt. dv sur dt, c'est dv sur dz qui multiplie dz sur dt. Est égal à cette expression ici. Soit m dv sur dz, et dz sur dt, on va la remplacer par moins v cosinus de psi. D'où dv sur dz, elle est égale à alpha v sur m cosinus de psi, l'exponentielle de moins z sur h. Donc, on a dv sur dz, elle est égale à alpha v sur m cosinus de psi, l'exponentielle de moins z sur h. La dernière question, on a VI à l'altitude ZI. On a l'exponentielle de moins Z sur H. Il est plus grand que l'exponentielle de moins ZI sur H. Ça, c'est l'énoncé. On a dv sur dz, on vient de trouver qui est égal à alpha v sur m cosinus de psi, l'exponentielle de moins z sur h. Donc on va prendre dv sur v, donc il est égal à alpha sur m cosinus de psi, l'exponentielle de moins z sur h d de z. Donc l'intégrale de ce terme-là est égale à l'intégrale de ce terme. Donc l'intégrale ici c'est ln de v, et l'intégrale ici, ça nous donne moins, c'est tout simplement moins alpha qui multiplie h, ça c'est une constante, sur m cosinus de psi, exponentielle de moins z sur h plus une constante. Donc, si on remplace v par vi, donc on va remplacer le z par zi. Donc, on chasse le c ici, ou bien on fait la différence. Donc, on cherche le c ici, on va le remplacer ici. Donc, et par suite, on va trouver que simplement c'est la différence. Donc, c'est ln de v moins ln de vi. On va trouver que ln de v moins ln de vi, c'est-à-dire ln de v sur vi, elle est égale à cette expression ici. Donc, c'est des calculs ci-dessous.
physique 2, la partie électricité. Donc on considère le circuit représenté ici. Donc il y a des interrupteurs, des résistances, la bobine, il y a des condensateurs. Donc on a des cas. Donc la première partie, on ferme K1 et K2 et on laisse les autres ouverts. Donc premièrement, établir l'équation différentielle, donner la valeur de UC en régime permanent, déterminer l'expression temporelle. On suppose U0 est égal à alpha E, déterminer le temps T0, calculer le temps nécessaire pour que la tension UC passe de 5% à 95%, calculer l'énergie emmagasinée dans le condensateur quand le régime permanent est établi. Donc, voici donc la partie 2, c'est la partie électricité, on a, ça ce sont les données. Donc, on a le circuit, donc on ferme K1 et K2. Donc, on s'intéresse tout simplement à cette maille. Donc, on applique la loi des mailles ici. Donc, on a le E moins le UC, elle est égale à UR. C'est-à-dire, on a UC, donc est égal à E moins UR de T, c'est-à-dire est égal à E moins R1, I1 de T. I1 de T, c'est I2 de T, puisqu'ils sont en série. Ça, c'est ouvert. Donc, on a le courant aux bornes de condensateur, c'est dQ sur dt qui est égal à d sur dt, c'est UC de T. Donc, la dérivée, ça nous donne C, la dérivée de la tension aux bornes du condensateur par rapport au temps. Donc, on a UC de T, elle est égale à E moins UR. On remplace le I1 ici par son expression. On a cette expression ici. Donc, on l'arrange pour trouver l'équation différentielle de premier ordre dont la variable, c'est la variable de la tension UC aux bornes du condensateur. La question numéro 2, le régime devient permanent, c'est-à-dire que la tension aux bornes du condensateur, elle est égale à une constante. Si elle est égale à une constante, c'est-à-dire que la dérivée est égale à 0. C'est-à-dire que le courant, elle est nul. C'est-à-dire que la tension, à l'infini, elle est égale à la DDP du générateur, c'est-à-dire est égale à E. Donc UC de l'infini ou bien UC en régime permanent, c'est E qui est égal à 10 volts. La question numéro 3, on essaye de résoudre cette équation différentielle. Donc pour cela, en faisant un changement de variable, on va poser Z est égal à UC de T moins E. Donc ça dit que la dérivée de D de Z par rapport à dt, c'est la dérivée de UC par rapport à dt. Donc au lieu de cette équation, on aura une équation dont la variable c'est Z. Donc c'est une équation de premier ordre, donc c'est facile à résoudre. Donc c'est tout simplement, on va trouver qui est égal à K qui multiplie l'exponentielle de moins T sur R1C. Donc le Z, on le remplace par son terme, c'est-à-dire UC moins E. On trouve que UC de T est égal à E plus K, l'exponentielle de moins T sur R1C. Donc on revient aux conditions initiales. Donc à l'instant T est égal à 0, ceci
elle est égale à U0, c'est-à-dire que E plus K est égal à U0, c'est-à-dire que K elle est égal à U0 moins 1. On remplace ici. On trouve donc que l'expression de la tension au bord du condensateur. Donc la question numéro 4, on pose U0 est égal à alpha E avec alpha si c'est l'élément qui appartient à 0, 1. Donc on a l'expression du UC. Donc on va la remplacer ici. Ceci, UC de T, elle est égale à bêta pour E. Donc, lorsque T est égal à T0, on remplace lorsque donc T par T0. Donc, tout simplement, donc on va mettre E, on factorise ici, donc on simplifie. On trouve cette expression ici, on passe au logarithme, on trouve l'expression de T0. La question numéro 5, on a toujours l'expression du UC de T. Maintenant, on cherche la différence T2 moins T1. Donc, lorsque T est égal à T1, alors le bêta, elle est égale à 5%. Lorsque T est égal à T2, alors bêta est égal à 95%. Donc, on a cette expression-là pour T1, cette expression-là pour T2. Donc, de la première question, donc ça, on tire donc ce terme-là, elle est égale à 5 sur 100 divisé par ce terme-là, c'est-à-dire plus. Et ce terme ici, elle est égale à ça divisé par ça, c'est-à-dire plus. Donc on a ce terme-là est égal à ce terme-là, donc c'est-à-dire que cette expression-là divisée par cette expression-là est égale à ça divisé par ça. Donc on a cette expression ici, on tire T2 moins T1. Donc on trouve qu'elle est égale à peu près à 6 microsecondes. Donc la question numéro 6, le régime permanent est établi, c'est-à-dire que UC est égal à 10 volts, et on a l'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est 1 demi CUC au carré, donc c'est une application numérique.
on va trouver qu'il est égal à 10 microjoules. La partie B, maintenant K1 et K3 sont fermés, K2 et K4 sont ouverts. À T égale à 0, donner l'intensité du courant 1, établir l'équation différentielle, la constante du temps, l'expression de UR1, l'intensité du courant I1, l'énergie emmagasinée par la bobine. Donc voici, maintenant on ferme le K1 et le K3. K2 et K4 sont ouverts. Donc comme la bobine, elle s'oppose au courant, donc à T égale à 0 plus, I1 0 plus, elle est égale à 0 ampère. On a donc d'après les mailles ici, donc cette maille, on applique la loi d'addition des tensions. On a donc E moins UL de P est égal à UR 1 de P. Et on a UR1 de P est égal à R1 I1 de P. Et on a UL de P est égal à RI1 de P plus L DIP sur DP. Donc on regroupe tout ça, on trouve l'équation différentielle de variable I1 de P. La question numéro 9, on a l'équation différentielle de variable I1 de P. Donc ça, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est l'inverse de la constante de temps, c'est-à-dire 1 sur taux. Donc elle est égale à R1 plus R taux. Donc tout simplement, donc, c'est une application numérique, on trouve que L est égal à 20 millihenry. La question numéro 10, on a toujours l'équation ici. On a IR1 de P, on a IN de P. Tout simplement, on a toujours l'équation ici, on remplace pour avoir, c'est-à-dire que la variable, au lieu de I1 de P, elle devient IR1 de P. C'est-à-dire la variable, elle devient, c'est la tension au borne de la résistance R1. Tout simplement, on a fait un changement de variable. Donc, pour résoudre cette équation de variable UR1 de P, on procède par un changement de variable. Donc, pour V de T est égal à ce terme ici. Donc, on dérive. Une fois qu'on trouve l'équation de V de T, on résout l'équation différentielle dont la variable c'est V de T, puis on revient à UR1 de T par cette équation ici. Donc, ça, c'est maintenant la variable, c'est dv. Donc, ça, c'est une équation de premier ordre, donc facile à résoudre. Donc, la solution, c'est ça. Et maintenant, on remplace v de t par son expression et on tire UR1 de t.
Donc, puis, lorsqu'on trouve cette équation ici, on procède par ce qu'on appelle les conditions initiales. C'est-à-dire P égale à 0, et on trouve K. On trouve K, donc on remplace ici. Et on trouve l'équation de la 1. Donc, c'est du calcul ici. La question numéro 11, donc on a eu R1 de P. Donc le régime il est permanent lorsque P tend vers plus l'infini. Ce terme-là est tend vers 0, c'est-à-dire que I1 de P est l'infini, il est égal à E sur R1 plus R. Donc ça me donne 0,5 ampères. L'exercice 12, on a le régime toujours il est permanent. Donc l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, c'est 1 demi L I au carré à l'instant T égale à l'infini. T à l'infini, c'est-à-dire lorsque le régime est permanent, I permanent c'est 0,5 ampères. Tout simplement on remplace, on va se trouver qu'il est égal à 2,5 millijoules. Partie C, K1 et K3 et K4 sont fermés. K2 qui est ouvert. Partie C, K1 et K3 et K4 sont fermés. K2 qui est ouvert. Donc la question 13, donner l'intensité du courant, donner la valeur de la tension UL, calculer la résistance équivalente, calculer la résistance équivalente. Lorsque le régime permanent est établi, donner l'intensité du courant
dans la partie I5. Donc, on ferme K1, on ferme K3, on ferme K4. Donc, K2, il est ouvert. À l'instant T égale à 0 plus, on a I. 0 plus, elle est égale à 0. Aux bornes de la bobine LR. On a E est égal à R1 plus R2 plus I1, 0 plus. C'est-à-dire que I1, 0 plus, elle est égale à E sur R1 plus R2. Donc, application numérique, on donne 0,25 ampères. On a UR2, le T est égal à R2, I5. UR2 est égal à UL, ils sont en parallèle. T0 plus est égal à E sur R1 plus R2. On vient de donc R2 qui l'intensité I5 de T est égal à UL. Pour T est égal à 0 plus, on a donc E0 plus est égal à I5 0 plus, et I4 0 plus est égal à 0 ampère. Donc, tout simplement, donc, c'est une application numérique. On trouve que UL 0 plus, il est égal à 5. Donc, on trouve que UL 0 plus est égal à 7,5 volts. La question numéro 15, la bobine s'oppose au courant et se comporte comme un circuit ouvert. C'est comme il n'existe pas. Donc, R équivalent, elle est égale à R1 plus R2. Elle reste en série, qui est égal à 40 ohms. La question numéro 16, quand le régime permanent est établi, dans ce cas, la bobine se comporte comme un fil de résistance R. R équivalent est égal à R1 plus R qui est en équivalent avec R2. Tout simplement, c'est du calcul, on va trouver que R équivalent il est égal à 17,5 ohms. La question 17, on a I1 à t à l'infini égale à I4 t infini égale plus I5 à t infini, c'est-à-dire dans le régime permanent. On a R I4 t infini égale à R2 I5 t infini. I1 t infini et on a trouvé qu'il est égal à E sur R équivalent. Donc, on remplace ici. On trouve que I5 à t infini il est égal à R E sur R2 plus R plus I1 sur R équivalent. Donc, application numérique, on trouve que I5 dans le régime permanent, elle est égale à 0,14 ampères.
partie D, K1, K2, K3 et K4 sont fermées. Dans cette partie, le condensateur initialement déchargé et la bobine L est remplacée par une bobine L1, ayant une résistance interne négligeable, donc établir l'équation différentielle qui relie IL à C dérivé. Tous les interrupteurs sont fermés. Donc, on a E moins R1, IN de T est égal à UC de T est égal à UL de T est égal à UR de T. Ils sont tous en parallèle. Cette partie-là, avec cette partie-là, avec cette partie-là, avec cette partie-là. On a RL est égal à 0 ohm. On a I1 de T est égal à I2 de T plus I4 de T plus I5 de T. On a I4 de T est égal à IL de T. On a UC de T est égal à QT sur C. Donc la dérivée, ça va donc 1 sur C, I2. On a R2 I5 qui est égal à ILT, donc on trouve I5T. Tout ça, tout simplement, ça, ce sont des choses que vous connaissez. Donc on trouve, donc on a cette équation ici. Il faut réarranger les termes entre eux. Du calcul. Et on va trouver l'équation différentielle de second degré qui a pour variable IL de T. Donc c'est des calculs simples. Donc pour essayer de visualiser le croquis et de savoir travailler sur divers mailles. Question à choix multiple. Donc à t égale à 0, une particule au repos située à 10 mètres de l'origine accélérée avec une valeur de 2 mètres par seconde carré, dans le sens négatif. À 4 secondes, elle acquiert une certaine vitesse avec laquelle elle continue son voyage avec son accélération nulle, puisque t égale à 7 secondes. Quelle est sa position par rapport à l'origine à l'instant t égale à 7 secondes? Donc, on a la deuxième question et la troisième question. Donc, sur ce schéma-là, on va avoir donc la solution avec des explications. Donc, à l'instant t égale à 0, on a t0 est égal à 10 mètres. Et t0 est égal à 0. C'est pas donc la particule est pour phase 1 entre t égale à 0 secondes et t égale à 4 secondes, le mouvement uniformément décéléré. L'accélération
A égale à moins 2 mètres par seconde carré. Donc on a l'équation. On remplace l'accélération par sa valeur, on remplace x0 par sa valeur, on remplace v0 par sa valeur. Donc là, cette équation ici, lorsque x égale à 4 secondes, on trouve ces valeurs ici. La phase 2, entre 4 et 7, le mouvement est uniforme. Une vitesse d'0 égale à moins 8 mètres. On a x'0 égale à moins 6 mètres. Delta t est égal à 7 moins 4 est égal à 3 secondes. Donc on remplace. On trouve que x à 7 secondes est égal à moins 37 mètres. Donc la réponse, c'est la réponse A. La question 2, on a F est égal à 1000 newtons. On a T1 est égal à T2 est égal à T. On a OA est égal à OB est égal à D. Donc d'après Pythagore, alors T au carré est égal à H au carré plus L sur 2 au carré. On a TY, donc on projette ici, TY est égal à T sinus θ. On a T1, donc ça c'est à l'équilibre, donc principe fondamental technique. T1 plus T2 plus F est égal à 0. Donc on projette sur l'axe Y, on a donc T1 sinus θ plus T2 sinus θ moins F égale à 0. Et T est égal à F sur 2 sinus θ. Et sinus θ est égal à H sur T. Donc on trouve sa valeur qui est égale à 0,0667. Tout T est égal à 7500 newtons. Donc, il faut cocher la réponse D. Donc, la question 3, l'étape 1, conservation de l'énergie. Donc le pistolet utilise un ressort de raideur K pour propulser la pile lorsque le ressort est comprimé une distance X, elle emmagasine de l'énergie potentielle élastique qui est égale à 1 demi kx carré. Lorsque le ressort est relâché, cette énergie est transférée à la pile sous forme d'énergie cinétique, où C est égal à 1 demi mv0 au carré.
En négligeant les frottements, alors l'énergie se conserve. Et par suite, l'énergie élastique est égale à l'énergie cinétique. C'est-à-dire qu'on a V0, elle est égale à x racine carrée de k sur n. Donc ça, c'est l'équation A pour l'étape 1. L'étape 2. L'étape 2, c'est à partir de ce point-ci. L'étape 2, le mouvement, il est parabolique. Une fois la bille est lancée, il suit un mouvement parabolique sous l'effet de son poids P. Par application du principe fondamental de l'électronique, alors P est égal à MA, qui est égal à MG. Par projection sur les deux axes, ou X et Y, je trouve donc l'équation de la trajectoire. Donc, on a ça égal à 0, donc selon X est égal à 0, selon Y, il est égal à moins G. Donc, ça égal à 0, donc on trouve XL, V0, tout ça, donc ça c'est... Donc on trouve que XL est égal à V0T, selon Y, avec les données ici, sachant que Y0 est égal à H. Alors donc, on trouve que Y elle est égale à moins G sur 2 T au carré plus 4. Le temps qu'a mis la dit pour atteindre le sol, lorsque Y égale à 0. Donc Y égale à 0, donc ce terme égale à 0, donc T est égal à cette valeur. Donc on a trois équations. Donc on a le A, on a le B, on a le C. Donc on peut trouver la distance XL. Donc elle est égale à 2. Donc XL est égal à racine carrée de HK sur MG plus X. Donc c'est la réponse A. Numéro 4. Une pile cylindrique de masse petite m et de diamètre 20 cm est enfoncée dans le sol à des crottes de marteau. Ce dernier est un bloc en acier de masse grand M égale à 50 kg, chutant verticalement et librement à plusieurs reprises, d'une hauteur de 2 mètres.
on prendra G est égal à 9,81. Donc, la vitesse du bloc, la vitesse encore ici, à la énième chute, l'accélération, un choc inélastique, maintenant c'est le choc inélastique, donc on applique le principe fondamental de la dynamique, donc on veut trouver la force de frottement FR. Donc on a M est égal à 10 kg, on a D est égal à 20 cm, c'est-à-dire le diamètre. On a la masse 6,50 kg. On a la distance séparant cette partie-là avec la partie ici, c'est 2 mètres. Donc l'étape 1, observation de l'énergie mécanique. Donc lorsque le bloc en acier tombe d'une hauteur de 2 mètres, alors son énergie potentielle de gravitation se convertit juste avant l'impact en énergie cinétique. En négligeant les frottements, alors l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique, c'est-à-dire mgh est égal à 1 demi mv au carré, donc on tire que V est égal à 6,26 mètres par seconde. La question 4.2. La quantité de mouvement total du système, c'est-à-dire le bloc en acier, plus la pile cylindrique, est conservée pendant le choc. Donc avant le choc, on a PAV est égal à MV plus 1V0. Or V est égal à 6,26 mètres par seconde et V0 est égal à 0 car le cylindre il est au repos. Donc PAV est égal à 1 fois V et après le choc, ça c'est avant le choc. Et après le choc, donc les deux masses sont fusionnées. On a M plus grand M V', notre vitesse. Puisqu'il y a conservation de la quantité de mouvement, donc cette expression-là est égale à celle-là. D'où V', elle est égale à 5 sixièmes qui multiplie V. Donc on parle ici de choc élastique. La question 4.3. Le choc inélastique, l'ensemble bloc en acier plus la pile cylindrique, se déplace avec une vitesse V' qui est égale à 5,22 mètres par seconde, c'est-à-dire c'est 5 sixièmes qui multiplie 6 qui multiplie 26. À la énième chute, avec la pile cylindrique, la pile est enfoncée dans le sol sur une distance S est égale à 5 cm, c'est-à-dire 0,5 mètres.
avec une accélération A jusqu'au la vitesse finale soit nulle. Vf est égal à 0. Donc on a Vf au carré égale à moins 12s plus v' au carré. Donc on tire donc que A est égal à 272,48 mètres par seconde. Donc A est égal à 272,48 mètres par seconde carré. Donc normalement, le A est égal à moins 272,48. Il s'agit d'une décélération. La question 4.4, ça c'est FR. L'ensemble, le bloc en acier plus la pile cylindrique de masse petit m plus grand M est soumise à deux forces. Il y a le poids et il y a la force radiale, R. Donc par application du principe fondamental de la dynamique dans le repère OXY, alors tout simplement on a FR plus P est égal à M plus grand M A. Donc par projection sur l'axe 10Y, on a cette expression ici. Donc après calcul, donc là on trouve que elle est égale à peu près à 16,35 kN. C'est la valeur la plus proche. Normalement, on trouve qu'il est égal à 16 350. Donc, normalement, on trouve qu'il est à peu près égal à 17 000. Mais la valeur la plus proche, c'est 17 035 kN. En alternative, un voltmètre mesure, donc c'est la valeur efficace de la tension, et l'oscilloscope qui mesure la tension variable. La question 6, donc, c'est l'impédance Z varie avec cette fréquence, car Z est égal à racine carrée de ce terme-là, donc la fréquence est égale à 2 pi F. La question 7, une bobine se comporte comme un conducteur ohmique en régime permanent. La bobine se comporte comme un fil de résistance R. La question 8, la tension ne peut pas présenter de discontinuité au bord d'un condensateur. Le condensateur se charge lentement et se décharge brusquement dans un laps de temps. La question 9, dans un régime apériodique d'un circuit RLC, le courant oscille en convergeant vers une valeur finale. Donc l'explication c'est ici. On a I de T, elle est égale à R1, R2, qui multiplie E, C sur R2 moins R1, facteur de ce terme-là. Donc R1 et R2 sont les deux racines de l'équation différentielle. Cette équation différentielle. Donc on a tout ça, c'est des calculs, donc lambda facteur d'amortissement, pulsation propre, coefficient d'amortissement. Donc on a ces valeurs ici.
dire aussi. La question 10, la constante d'amortissement d'un circuit RLC, c'est R sur L. On a lambda est égal à R sur 2L, coefficient d'amortissement, et bêta est égal à 2 lambda est égal à R sur L, c'est la constante d'amortissement, puisqu'elle nous demande la constante d'amortissement et n'est pas le coefficient d'amortissement. Question numéro 11. Quelle est la résistance équivalente du dipôle AB du montage suivant? Donc, on a entre A et B, on a A, on a le C, on a le D, on a le E, on a le F. On voit que le C et le E ont même potentiel, que le D et le F ont même potentiel. Tout ce circuit est l'équivalent à ce circuit. Donc, entre A et C, on a une résistance. Entre C et D, on a 3 R. Entre D et E, on a 3 R. Entre E et F, il y a 3. Et entre F et B, il y a un R. Donc, on a deux résistances en série avec 3 résistances en parallèle. Donc, le R équivalent est égal à R plus le R équivalent ici plus le R ici. C'est-à-dire 2R plus R équivalent. Ça, tout simplement, c'est 1 sur R équivalent est égal à 1 sur 3R plus 1 sur 3R plus 1 sur 3R est égal à 3 sur 3R est égal à 1 sur R, c'est-à-dire R équivalent, il est égal à R. D'où R équivalent total, c'est 2R plus R est égal à 3R. Donc, il faut cocher la réponse A. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.